Vous suivez Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition de 20h, une semaine après. L'ITU est toujours en tournée de dissémination des rapports 2011-2012 dans les préfectures minières de la Guinée. Cette mission a pour objectif assurer la transparence dans le paiement des taxes minières et leur utilisation. Des médecins marocains sont en Guinée pour un mois de soins gratuits. Cet hôpital mobile est un geste du roi du Maroc qui entend ainsi renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays. En fin de journal, je reçois dans la rubrique invité du journal Mamadou Diallo, président du Rotary Club de Paris. Dans cet entretien, il sera question d'un don de 250 appareils auditifs pour les enfants sourds et malentendants de Guinée. Clôture hier, mercredi, d'un atelier sur la revue et la planification des activités du don japonais dans les pays de l'Union du fleuve Mano. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest a organisé cet atelier dans le cadre de la présentation des activités réalisées par ces pays au cours de l'année 2013 et les perspectives pour l'année 2014. Au cours de cet atelier, des recommandations ont été faites à l'endroit de la coordination nationale. Salimatou Diallo. Cet atelier de 3 jours qui s'est tenu en Guinée a connu la participation des 4 pays de l'Union du fleuve Mano, à savoir la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Libéria et la Sierra Leone. Il était question d'abord pour tous ces pays de présenter à tour de rôle le bilan des progrès réalisés avec le don japonais au cours de l'année 2013 et les perspectives pour 2014, mais également faire le rapport de synthèse sur les conclusions et les recommandations à l'endroit de la coordination nationale du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. La première recommandation est mettre en place un dispositif opérationnel de partage des informations entre le secrétariat, le forage et les unités nationales de coordination sur les réalisations du WAC sous le don japonais. La deuxième recommandation est de rendre opérationnel et dynamique l'observatoire sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les différents pays à travers la finalisation de la mise en place des points focaux. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, est une organisation mandatée par la CEDEAO pour superviser les activités du don japonais dans les pays membres de l'Union du fleuve Mano. Son coordinateur général revient sur l'objectif principal de cet atelier. L'objectif de cet atelier était la revue et la planification des activités du don japonais à la Mano River Union. Et il faudrait rappeler de passage que les 4 pays de l'Union du fleuve Mano ont bénéficié d'un don japonais dans le cadre de l'augmentation de la productivité agricole, et dans le cadre de la riziculture et le manioc, et la mise en place d'un observatoire de sécurité alimentaire et nutrition. Ce programme compte entreprendre d'autres activités, notamment l'amélioration variétale du riz et la lutte contre les nuisibles dans le système agricole. Je vous le disais en titre, l'ITU est plutôt l'initiative pour la transparence dans les industries extractives poursuit depuis plus d'une semaine sa tournée de dissémination des rapports 2011-2012 dans le pays profond. Cette mission de sensibilisation et même de formation des citoyens sur les transactions minières va parcourir toutes les préfectures minières de la Guinée avec pour cheval de bataille assurer la transparence dans le paiement des taxes minières et leur utilisation. Le point avec notre envoyé spécial, Benoît Marcilla. La transparence dans le paiement des taxes minières, transparence pour que les mines servent au développement du pays, est la mission qui s'est assignée l'UTI. Elle doit parcourir 17 préfectures minières de la Guinée avec le slogan « La transparence pour que nos mines servent à notre développement ». À Gawal, Télémélé, Kindia, Pita et Labé qui constituent la deuxième étape de la tournée, la mission de l'UTI a eu des séances de travail avec des citoyens élus locaux et autorités administratives sur le processus de l'UTI et la gestion des revenus miniers dans les communautés. À Gawal, Télémélé et Kindia, les 80% des recettes proviennent des mines et les remises se font toujours solennellement, confirment les autorités. Si ces préfectures bénéficient des revenus de leur sous-sol, par contre, d'autres n'en bénéficient pas. C'est le cas des Pita, qui, depuis 2012, les sociétés évoluant dans la zone n'ont payé aucune taxe superficielle. Novices dans le domaine des mines, les acteurs de la société civile, après être édifiés de leur mission dans le paiement et la gestion des taxes minières par l'UTI, s'engagent désormais à s'impliquer.
C'est la lutte contre la malédiction des ressources minières qui est engagée dans le pays. Et puis la dissémination de ces rapports 2011-2012 de l'ITUE qui crée de l'engouement chez les populations des zones minières permettra à la Guinée d'être conforme à l'ITUE international et d'être validée en avril prochain. La non-validation de la Guinée entraînera des conséquences sur le développement du pays. Le chef de la mission invite alors l'implication de tous les acteurs concernés par le processus. On l'écoute. Mon constat est que toutes les préfectures, d'abord, avant notre arrivée, prennent des dispositions pour que la mission puisse être accomplie dans les normes. Si la Guinée n'est pas validée dans l'ITUE, ça donnerait une mauvaise image à la Guinée aux yeux des bailleurs de fonds. Ça ferait en sorte que l'investissement sera difficile, pour ne pas dire que l'investissement va être impossible, parce que les taux d'intérêt des sociétés minières qui vont décider de venir investir en Guinée, ces taux d'intérêt vont être augmentés à tel enseigne que si on prend l'exemple du Burkina, une société minière qui veut évoluer dans la bauxite ou bien dans l'or au Burkina, qui doit payer 130 millions de dollars, en Guinée, sera obligée de payer 150 millions de dollars. Est-ce qu'elle sera encouragée à venir en Guinée? Donc, ça, c'est les conséquences du manque de validation. Ça fait en sorte que les bailleurs de fonds bilatéraux vont tourner le dos à la Guinée parce qu'il serait démontré qu'encore il y a la mauvaise gouvernance, qu'il y a la corruption et que l'on ne veut pas aller vers la bonne gestion des paiements ou même des revenus totaux. Dans l'actualité également, 2 jours d'ateliers ont permis aux partis politiques, à la société civile, le National Democratic Institute NDI et partenaires d'apprécier l'efficacité, l'impact et la visibilité du programme de renforcement de la confiance des partis politiques RECOPEL. Il s'agit de capitaliser les acquis par les prochaines échéances électorales. Reportage Lansana Traoré. Pendant 2 jours d'échanges, membres du gouvernement, de la société civile, des partis politiques, de la CENI et partenaires sont parvenus à produire un rapport. Il s'agit de pérenniser, améliorer les acquis et corriger les insuffisances du programme de renforcement de confiance des partis politiques et de l'électorat, RECOPEL. Un programme qui aurait contribué efficacement à l'organisation des élections législatives crédibles, transparentes et apaisées le 28 septembre dernier. Et à l'issue donc de cet atelier, les participants ont fait quelques recommandations. Le renforcement effectif des capacités des partis politiques à recueillir, analyser et utiliser les informations le jour de l'élection de manière convenable et efficace. 101 maîtres formateurs, 294 formateurs, 12 530 délégués, 29 gestionnaires de bases de données, etc. Et enfin, un puissant réseau d'experts nationaux. 2. Le renforcement effectif des capacités de planification stratégique des coalitions politiques guinéennes dans un cadre multipartite à travers les nombreuses sessions de formation de planification stratégique dans une dynamique multipartite. 3. Le nombre suffisant et le contenu du support et outils réalisés, à savoir les guides des délégués, grilles et formulaires de surveillance et la base de données. De grande qualité dans le cadre du programme RECOPEL ont été d'une importance capitale dans le succès de la surveillance électorale. 4. Le contenu et l'organisation des différentes sessions de formation sont d'une qualité supérieure. Recommandations à la CENI et à ses démembrements. Premièrement, mettre en place un cadre de concertation permanent avec les partis politiques. Ce cadre pourrait faciliter une bonne collaboration, faciliter la surveillance électorale pendant tout le processus électoral. Pour les partenaires de la Guinée, il s'agit également d'améliorer le cadre juridique des élections en Guinée. Le succès ou l'échec d'un processus électoral dépend à 90% de son cadre juridique et institutionnel. Au-delà de tout ce qu'on peut soulever, au-delà même de la nature des requêtes qui ont été formulées par les partis politiques et qui souffrent d'un certain nombre de choses, je pense que ce qui est important, c'est vraiment de revoir le cadre juridique institutionnel de manière... Cet atelier a permis aux participants de repartir sur de nouvelles bases pour les futures échéances électorales.
Le roi du Maroc a envoyé à Conakry un hôpital mobile depuis quelques jours. Le geste s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le royaume chérifien. Aussi, dans le cadre de la visite prochaine du roi en Guinée, ces médecins sont là pour un mois et les soins sont gratuits. Marie-Sheila Fofana. Depuis quelques jours, des Conakrykas ont remarqué la présence d'un campement militaire sur l'esplanade du Palais du Peuple. Il s'agit en fait d'un hôpital mobile envoyé par le souverain marocain Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ce geste s'inscrit dans le cadre de sa visite officielle dans la capitale guinéenne. Le roi du Maroc veut à travers cet acte apporter sa contribution pour le bien-être sanitaire de la population guinéenne. Le souverain a décidé qu'au cours de sa visite, il souhaiterait contribuer à ce secteur, le secteur de la santé, et l'hôpital militaire qui est l'hôpital royal est géré par les militaires. Cet hôpital mobile devrait rester à Conakry pour une période de 1 mois. Il comporte des médecins marocains de diverses spécialités. Au dire du ministre de la Coopération internationale, les prestations sanitaires de cette structure sont gratuites. Donc cet hôpital mobile est là avec une vingtaine de spécialistes pour appuyer le secteur de la santé chez nous et soigner certaines maladies. Et ils sont venus avec des équipements très avancés et des nouvelles technologies pour la radiographie, la cancérologie, la gynécologie et tout. Presque il y a une vingtaine de spécialités qui sont là, et des spécialistes aussi qui sont là pour accompagner le secteur de la santé. Pour bénéficier des soins de cet hôpital mobile, le patient doit être muni d'un document provenant du centre hospitalier de Jean-Paul II. Mais il doit être clair que cet hôpital mobile qui va rester pour 1 mois, les malades doivent passer par le centre Jean-Paul II. Il faut qu'ils soient examinés d'abord, parce que c'est pas tous les malades qu'il faut les amener au niveau du palais. Je crois que ce ne sera pas possible. Donc, quand le malade est déjà identifié par le service de sanitaire du ministère de la Santé, au niveau du centre Jean-Paul II, donc ils auront une carte d'accès, arrivés au palais, ils seront soignés et ils vont avoir la consultation de médecins concernés. Pour des raisons sécuritaires, dit-on, notre équipe n'a pas pu avoir accès à l'enceinte du Palais du Peuple. Ce geste du souverain du royaume chérifien traduit tout de même son engagement à renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre la Guinée et le Maroc. Dans l'actualité également, la pêche illicite en Guinée est une réalité. Justement, pour y remédier, la Direction nationale du Centre de surveillance et de protection des pêches avec ses partenaires entend mettre en place un programme sous-régional, le programme de surveillance participative des zones de pêche. Explication Lansana Traoré. La lutte contre la pêche illicite semble une priorité de la Direction nationale du Centre de surveillance et de protection des pêches. Pour ce faire, cette direction, en commun accord avec les acteurs et partenaires de la pêche, compte mettre en application le programme de surveillance participative des zones de pêche. Un programme inscrit dans les priorités de la Commission sous-régionale de la pêche. On entend par pêche illicite qui n'est pas réglementaire. Lorsque le pêcheur artisan utilise un filet qui n'est pas réglementaire, il fait de la pêche illicite. Donc aujourd'hui, le combat contre la pêche illicite, c'est contre tout le monde. Mais l'État fait des soutiens. On ne doit pas dire que c'est le centre de surveillance seulement, non. Un pêcheur artisan qui a vu un navire en train de braconner peut, par ses moyens, appeler le centre de surveillance des pêches. Il aura joué un rôle. L'inspection et le contrôle des aires marines par les services en charge de la surveillance maritime dressent un constat alarmant. Constat qui pointe du doigt 2 acteurs qui pratiquent la pêche illicite. La Commission sous-régionale des pêches, à travers son département suivi, contrôle et surveillance de l'aménagement des pêches, a organisé beaucoup d'opérations de surveillance, mais qui concernaient principalement les navires industriels de pêche. Mais de plus en plus, l'on s'est rendu compte ces dernières années, ces dernières décennies, que la pêche artisanale, qui longtemps a échappé au regard des décideurs, est de plus en plus impliquée dans la commission des actes de pêche illicite non déclarés et non réglementés. Cela, nous avons des preuves. Nous avons organisé 6 grandes opérations au niveau des États membres de la CCRP. Sur un total d'une 60aine de bateaux, de navires arraisonnés, il y en a eu 47 au niveau de la pêche artisanale.
Après la mise en place d'une politique nationale d'aménagement de pêche de la préfecture maritime, la Direction nationale de surveillance et de protection de pêche entend faire de la surveillance participative des zones de pêche une réalité en Guinée. Un reportage signé Lansana Traoré. Les femmes, dans le souci de se rendre de plus en plus belles, emploient un certain nombre de méthodes esthétiques, parmi lesquelles figure la pose de faux ongles. Cette autre manifestation de la beauté féminine n'est pourtant pas sans conséquences, mais cela n'empêche les femmes à se livrer à l'utiliser. Reportage Salimatou Diallo. Les faux ongles, comme son nom l'indique, sont des ongles artificiels fabriqués à base de plastique. C'est une méthode esthétique très répandue en Guinée et qui n'est malheureusement pas sans conséquences. La pose des faux ongles entraîne souvent des complications. Une fois retirés, ils laissent les ongles naturels dans un état piteux. Parfois, ils disparaissent complètement et l'utilisatrice souhaite donc en poser de nouveau pour cacher les ongles endommagés, ne sachant pas que cela augmenterait de plus les risques pour sa santé. La colle qu'ils utilisent, c'est un produit toxique. Une fois en contact avec l'ongle, compte tenu de sa toxicité, ça peut provoquer une panarie. C'est des femmes qui utilisent l'eau. Donc, en utilisant l'eau avec la destruction totale de l'ongle, l'eau peut pénétrer dedans. Donc, quand l'eau pénètre, il y a le processus inflammatoire qui est là, qui est installé. Après le processus inflammatoire, il y a la collection et suppuration qui est là. Donc, si ce n'est pas traité tôt ou diagnostiqué tôt pour le traitement, peut donner une gangrène. Paraître et attirer, voilà ce qui pousse ces femmes à utiliser des faux ongles. C'est pour se rendre belle, parce qu'une femme faut se rendre belle. Ça commence d'abord la tête, pour la figure, et puis les mains, les pieds. Donc une femme doit être tout le temps coquette, jolie. Des inconvénients, je sais, mais c'est juste une manière de rendre jolie les ongles, les doigts. Parce que ça fait habiller, surtout qu'on met les multicolores sur ma main. Et tous nos habits presque aujourd'hui sont des multicolores. Alors ça fait partie de l'habillement. Se rendre belle est bien, mais rester dans sa beauté naturelle est encore meilleur. Dans l'actualité hors de la Guinée, François Hollande entame une visite de 2 jours au Nigeria. Le président français est l'invité d'honneur des cérémonies de centenaire de l'unification du pays. François Hollande participera à une conférence internationale consacrée à la sécurité et la paix de développement en Afrique, autant de défis que doit également relever le Nigeria. Reportage. Le bâtiment porte encore les stigmates de l'incendie. Il y a 48 heures, des militants de Boko Haram ont attaqué et brûlé une école, faisant des dizaines de morts parmi les élèves. Pour beaucoup, dans cet État fédéral, c'est l'incompétence des forces de sécurité qui est en cause. C'est désolant de voir que pendant les 4 ou 5 heures qu'a duré ce massacre, il n'y avait aucun agent de sécurité pour arrêter ou contenir la situation. Depuis le début de l'année, près de 300 personnes ont été tuées dans des attaques revendiquées par Boko Haram dans le nord-est du pays. Une insécurité que ne supporte plus ni la population ni les autorités locales. La semaine dernière, le gouverneur de l'État de Kobe a déclaré que Boko Haram était mieux équipé et plus motivé que l'armée. Des accusations qui n'ont pas du tout plu au président Goodluck Jonathan. S'il pense que ce qu'il dit est vrai, alors je vais retirer l'armée de l'État de Borno pendant 1 mois, avant d'y retourner, et on verra. Un gouverneur devrait toujours faire attention à ce qu'il dit. En plus de l'insécurité, Goodluck Jonathan doit également faire face à une série d'affaires de corruption dans l'industrie du pétrole. Jeudi dernier, le président a suspendu le gouverneur de la Banque centrale alors qu'il venait de révéler la disparition de 20 milliards de dollars des comptes de la compagnie pétrolière nationale. C'est quelqu'un de simple, qui essaie de faire de son mieux. Son plus gros défaut, c'est qu'il est entouré de gens extrêmement incompétents, extrêmement corrompus, et à qui il fait confiance. Certains alliés du président ont commencé à quitter le navire. Atiku Abubakar, l'ancien vice-président, a rejoint l'opposition il y a quelques semaines. Au total, 5 gouverneurs et des dizaines de députés en ont déjà fait de même. Dans l'actualité également, rien ne va plus entre Rabat et Paris. Maroc a suspendu tous les accords de coopération judiciaire avec la France. Cette décision est la soudaine querelle diplomatique entre les deux pays. Reportage. On pensait que la tension était redescendue, mais mercredi soir, le Maroc a suspendu des accords de coopération judiciaire avec la France. Rabat a également rappelé son magistrat de liaison à Paris.
Le jour précédent, des milliers de Marocains s'étaient rassemblés devant l'ambassade de France. Avec cette marche civile, le peuple veut réagir contre le comportement irresponsable des diplomates français. Cela nous rappelle une époque humiliante des relations entre la France et le Maroc. Les deux pays sont pourtant de proches alliés, mais les sujets de tension s'accumulent depuis quelques jours. Il y a d'abord ces propos prêtés à l'ambassadeur français à l'ONU. D'après l'acteur Javier Bardem, il aurait qualifié le Maroc de maîtresse avec laquelle on dort toutes les nuits, sans en être amoureux. Jeudi dernier, nouvelle pomme de discorde, une ONG dépose plainte contre le patron des renseignements marocains pour complicité de torture. L'officiel reçoit une convocation en justice. Inadmissible pour Rabat, mais à l'Association marocaine des droits de l'homme, on pense plutôt que la plainte est justifiée. Nous sommes pour qu'il y ait l'impunité de personne en cette matière de torture, soit les responsables actuels ou les responsables précédents. Difficile toutefois d'imaginer une crise de grande ampleur entre les deux alliés. Lundi, François Hollande a passé un coup de téléphone au roi du Maroc pour l'assurer de l'amitié constante de son pays et pour dissiper les malentendus. Des événements suivis de très près par les nouvelles autorités pro-occidentales du pays, Kiev, le Parlement s'apprête à approuver la composition du gouvernement d'union nationale présentée hier à la foule. Suivez. La nouvelle est annoncée sur la place de l'Indépendance par les leaders de la contestation. Arseni Yatsenyuk qui est désigné pour diriger le nouveau gouvernement ukrainien. Cette décision est tout sauf une surprise. Ces derniers mois, il a été l'une des principales figures du front anti-Yanukovych. À 39 ans, ce pro-européen convaincu a déjà une longue carrière derrière lui. Ministre de l'économie, des affaires étrangères et président du Parlement. Puis en 2011, Yatsenyuk avait pris la succession de Yulia Tymoshenko à la tête de Batkivchina, le principal parti d'opposition. Son rôle à la tête du gouvernement d'union nationale devrait être de courte durée. Une élection présidentielle est prévue dès le 25 mai prochain. Et le président intérimaire Alexander Turchinov l'a annoncé sans détour. Sa tâche sera ingrate car il devra prendre des décisions impopulaires. Yatsenyuk et ses ministres doivent empêcher l'économie ukrainienne de sombrer. Le pays est surendetté et la monnaie nationale est en chute libre. À présent, en Turquie, le Premier ministre est mis en cause pour corruption dans un deuxième enregistrement diffusé sur Internet. Du coup, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Istanbul et Ankara. Reportage. La place Taksim d'Istanbul, interdite au plus grand parti de l'opposition. Depuis l'été dernier, les autorités ne tolèrent aucun rassemblement sur ce lieu devenu le symbole de la contestation anti-Erdogan. Devant ces représentants du parti laïque, de faux billets de banque brandis pour dénoncer la corruption au sein du gouvernement. Des accusations renforcées depuis la diffusion de conversations téléphoniques compromettantes entre le Premier ministre et son fils. Les 30 millions d'euros que vous voyez sur cette table ne sont qu'une infime partie de la somme dont a tenté de se débarrasser le Premier ministre le 17 décembre. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Par centaines, les manifestants ont répondu à l'appel pour exiger la démission du gouvernement. Je suis ici pour manifester contre ce gouvernement corrompu, ennemi des libertés. Je suis ici pour dénoncer l'injustice. La seule chose que l'on puisse demander aujourd'hui à ce gouvernement, c'est de démissionner, s'ils ont encore un peu de fierté. À Kasımpaşa, le quartier où a grandi Erdogan, la popularité du Premier ministre ne semble pas être remise en question. Ici, on vote pour l'enfant du pays, question de principe. Tant bien même ces allégations de corruption laissent parfois un peu perplexe. Je ne crois pas qu'un Premier ministre turc puisse faire ce genre de choses. Ensuite, ça reste un être humain, donc rien n'est impossible, mais je préfère ne pas y croire. Est-ce qu'il y a des gens corrompus? Bien sûr que oui. Et cela a toujours été comme ça. Mais en même temps, nous ne pouvons pas ignorer tout ce que ce gouvernement a fait pour nous. Pour l'heure, en Turquie, très peu de personnes doutent de la victoire du parti d'Erdogan aux élections locales qui auront lieu le 30 mars. Mais une baisse significative de ce soir précédent pourrait être considérée comme une défaite, la première en 12 ans de pouvoir.
Mesdames et messieurs, maintenant place à la rubrique invité du journal. Je vous le disais en titre, je reçois sur ce plateau M. Diallo Mamadou. Il est président du Rotary Club de Paris. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir, merci de m'inviter sur votre plateau. Merci à vous. Dites-nous un peu pourquoi vous êtes en Guinée. Nous sommes ici avec une équipe de 11 médecins pour appareiller 250 enfants sourds et muets de Guinée. D'accord. En quoi consiste cette mission, monsieur? Cette mission se déroulera sur 3 ans, avec un programme précis, structuré et pérenne. Elle consiste à l'appareillage d'enfants sourds et muets gratuitement à l'école de Boulbine. D'accord. Pourquoi le choix s'est porté sur la Guinée? Pourquoi pas notre pays? Je suis guinéen, j'habitais à Conakry. Ma voisine avait 2 enfants sourds et malentendants. D'accord. Ils étaient plus scolarisés. Je me suis renseigné, il y a une seule école de sourds et malentendants en Guinée. D'accord. J'ai proposé l'action à mon club, qui a tout naturellement suivi. Ok. Alors dites-nous un peu, combien d'enfants êtes-vous prêts à appareiller aujourd'hui? Nous pouvons appareiller jusqu'à 250 enfants, de 4 à 18 ans. Et combien d'enfants disposez-vous? Malheureusement, nous n'avons que 100 enfants et je profite de votre antenne pour lancer un appel à toutes les familles qu'elles viennent inscrire leurs enfants à l'école de Boulbine du 1er au 8 mars. Dès demain, les inscriptions sont possibles. Et quel est l'objectif de votre club, M. Diallo? L'objectif, c'est que cette école soit autonome, que l'équipe pédagogique soit formée, que les enfants accèdent aux études supérieures comme vous et moi. Ok, quel soutien avez-vous eu pour ce projet? Ce projet est parrainé par la première dame de la République de Guinée, Madame Condé Djenekawa. Ce projet est monté en association étroite avec les Rotary Club de Conakry Doyen et de Rotary, les ministères des Affaires sociales et de santé et l'ambassadeur de Guinée à Paris. Ok. Que fait votre club en général? Le Rotary Club de Paris existe depuis 1970. Notre devise est l'amitié par le service. Nous D'accord. sommes un club dynamique dans notre pays puisque nous avons des actions sociales permanentes. Le dernier mot, M. Diallo. J'invite toutes les familles à venir inscrire leurs enfants car je ne veux pas que ces appareils retournent en France. Nous avons 250 appareils qui arrivent dès demain. Nous avons malheureusement que moins de 100 enfants à appareiller. Donc j'appelle toutes les familles, toutes les personnes qui connaissent des enfants sourds et malentendants de les inscrire à l'école de Boulbine. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin la rubrique invité du journal. Était avec moi Mamadou Diallo, président du Rotary Club de Paris. On continue cette édition jour J-2 dimanche prochain. Le Orea Athletic Club recevra le Raja de Casablanca au compte des préliminaires de la Ligue des champions africains. Le club guinéen continue sa préparation au stade du 28 septembre. Fodé Camara s'est rendu sur place. Voici son compte rendu. Après sa brillante qualification au compte du second tour des préliminaires de la Ligue des champions africains face au club mauritanien de l'AS Niadjibou, le Orea Athletic Club de Conakry, après avoir marqué une pause en championnat, poursuit activement la préparation du match qu'il livrera ce dimanche contre le Raja de Casablanca. Tous les moyens semblent réunis par la présidence du club car cette rencontre cesse d'être une affaire du Orea pour devenir un problème national. C'est un match de tout un peuple, toute une nation. Tous les clubs de la Guinée, tout le peuple de Guinée, tout le public guinéen doivent être derrière Orea. Nous ne jouons pas pour le Orea, nous jouons pour le pays. Donc nous jouons pour ce peuple de Guinée qui, depuis très longtemps, n'a pas connu de telle joie dans le football. Il faut tout faire leur redonner la joie. Il faut leur donner la confiance. Il faut les faire venir dans les stades. C'est seulement en gagnant des grands matchs, comme le match de dimanche, que ce peuple prendra confiance. Ce public sera ravi, conscient et il reviendra dans le stade. Une victoire du Orea Athletic Club de Conakry reste impérative. C'est pourquoi le public, considéré comme 12e homme, est vivement sollicité au stade du 28 septembre. Moi, ce n'est pas un problème d'argent. Nous avons besoin du public. C'est pourquoi j'ai demandé à ce que le prix soit cassé à 2000. C'est vrai, je l'ai décidé. Nous ne sommes pas là aujourd'hui pour un problème d'argent. Nous sommes là pour un problème de peuple, pour un problème de joie, pour que la Guinée reprenne sa place dans le football. Les acteurs, quant à eux, sont visiblement prêts pour cette rencontre qu'ils qualifient d'historique. On va essayer de jouer notre chance pleinement, parce que c'est un match qui est jouable pour nous. Il ne faut pas se figer sur le nom de Raja, qui a été vice-champion du monde des clubs. La manière dont ils ont été jusqu'en finale, on peut aller aussi en Ligue des Champions jusqu'en finale, parce qu'on est le petit poussé de cette Champions League. Donc on va essayer de jouer pleinement notre chance à fond.
Franchir ce cap et se qualifier au compte des matchs de poule de la Ligue africaine des champions serait un grand pas pour le football guinéen. Car depuis la transformation de la Coupe d'Afrique des clubs champions en Ligue des champions africains en 1997, aucun club guinéen n'a réussi à atteindre ce stade de la compétition. Cet élément sportif met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir, où que vous soyez.